Bienvenue à vous tous. Bibliothèque Médicis les a choisis. Des écrivains à aimer et des romans à lire. Dominique Schneider, ce qu'en dit James, Henry James au Seuil, vous le dites très bien dans votre livre, un livre s'impose souvent comme s'il descendait tout seul de sa bibliothèque. En tout cas, chacun des auteurs, on va le voir tout à l'heure, a sa voix et vous la faites entendre. Guillaume Musso chez XO Éditions, Parce que je t'aime. Vous avez le sens des titres, sont toujours des titres courts. Et après, Sauve-moi, seras-tu là? Votre quatrième livre, on peut dire que c'est déjà un quatrième succès. Il y a des millions de lecteurs. Je ne sais pas comment vous faites. Il est traduit dans 22 langues. Vous êtes professeur. Et j'ai le sentiment, on en parlait avec Monique Cantos-Perber, que vous avez l'art de construire un récit, l'intrigue et de tenir en haleine. Est-ce que c'est un don ou un travail très rigoureux? Pour moi, c'est un travail. Je passe plus de 6 mois à construire le squelette de mon histoire, un petit peu à la façon d'un mécanisme d'horlogerie. Et il y a toujours une sorte de pari, de pacte avec mes lecteurs qui est, si vous ouvrez mon livre, je fais le pari que vous ne pourrez pas le poser avant d'arriver à la fin. Et donc ça, c'est effectivement d'abord un mécanisme de construction dont les techniques parfois s'inspirent du cinéma. Mais on va en parler. D'accord. Mais rassurez-vous, je vais obéir à votre message. Vous dites, pour préserver la surprise, ne révélez pas à la fin vos amis. Eh bien, mystère, on ne dira rien. Antoine Sénanque, neurologue. Chez Grasset, vous publiez La Grande Garde. Est-ce qu'on peut vous dire tout de suite que vous donnez envie d'échapper à l'hôpital? C'est pas le but du livre, mais c'est peut-être un effet secondaire, effectivement, du livre. Et la Grande Garde, par rapport à la Petite Garde? Alors, la Grande Garde, c'est le nom officiel de la garde de neurochirurgie parisienne. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez, si vous avez un accident de voiture, un traumatisme crânien, dans un seul hôpital. Vous avez un accident dans le Nord, vous n'allez pas dans l'hôpital forcément le plus proche de votre lieu d'accident, mais dans l'hôpital dit de Grande Garde, qui centralise toutes les urgences neurochirurgicales de Paris et de l'Île-de-France. Donc c'est vraiment une garde qui porte bien son nom, puisque vous avez une nuit où vous concentrez sur vous toutes les plus grosses urgences de la chirurgie et de la médecine. On y voit en même temps toutes les aventures, les intrigues, les aventures de nuit de la Grande Garde, mais vous allez nous les raconter. Olivier Blaise ou Blais? Blaise. Blaise, oui. D'origine? C'est difficile. Ça voudrait dire loup en breton ou ça voudrait dire plomb dans un ancien dialecte flamand. Personne n'a jamais tranché. Et vous ne tranchez pas? Non. Saint-Père Augustus, rien à voir avec l'empereur Auguste, c'est le mot latin d'une tulipe. Voilà, mais d'une tulipe très chère. D'une tulipe extrêmement rare et extrêmement chère. Ouais. Que les marchands du début du XVIIe siècle aux Pays-Bas cherchaient à conquérir, mais qui a toujours échappé aux plus grands spéculateurs. Ouais. Et la fleur est originaire des bords de la mer Noire. Et vous dites qu'elle était la préférée de Soliman le Magnifique. Tout à fait. C'est une fleur qui a une très longue histoire et qui, en l'espace de 3 siècles, est partie effectivement de l'Empire ottoman jusqu'aux Pays-Bas, où elle siège aujourd'hui. Et vous allez nous raconter la période de la floraison économique, du développement, de la passion, de la tulipomania, presque, qui s'est produite vers le XVIIe siècle. Voilà, tout à fait. C'est un phénomène assez extraordinaire qui préfigure un petit peu la bulle Internet qu'on a connue voici quelques années, où des bulbes de tulipes pouvaient valoir du jour au lendemain aussi cher qu'un palais, ou doubler, quadrupler leur prix dans la journée. Ouais. Donc c'est cette épopée-là que j'ai essayé de retracer. Oui, oui. Et la tulipe ou le bulbe disparaissait très vite, enfin, vivait peu. D'autant plus, on pourra entrer plus tard dans le détail, que les tulipes préférées des acheteurs étaient affectées d'un virus, le virus dit mosaïque, qui réduisait encore leur durée de vie. Donc curieusement, les pièces qui avaient le plus de prix, c'est celles qui étaient malades et qui n'atteindraient généralement pas la maturité. Et Monique Cantos-Perber sait très bien d'où vient le mot tulipe. C'est un mot, Monsieur Guermiche, arabe, d'origine arabe. Turc. Que l'arabe a repris. Oui. Et oui, c'est curieux parce que ce mot-là figure dans mon corpus. Et c'est vrai que ça m'a frappé quand j'ai appris qu'effectivement il y avait ne serait-ce qu'un bulbe qui valait une maison sur le bord du canal à Amsterdam. Oui, tulbent, c'est turban. La forme de la fleur, bien sûr. Alors c'est un des points communs de vos livres. On ne compte plus dans les livres, et je ne sais même pas si vous en diez compte, le nombre de mots arabes.
et on en parlera tout au long de l'émission, on croit que les mots anglais sont partout. M. Salaguermiche, vous publiez aussi le dictionnaire des mots français. On croit les mots anglais partout. En réalité, ils sont battus par les mots arabes. Sachant que... Dans la littérature française. Voilà, plutôt. Il est très difficile de trouver, on peut vérifier avec Mousseau, de trouver un roman sans un mot arabe. C'est quasiment impossible. Ouais. On va le voir d'ailleurs. Et vous pensez que chacun de nous, finalement, sans le savoir, parle un peu l'arabe ou utilise des mots arabes. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais là, vous avez fait une sélection, je crois qu'il y a 391. Voilà, tout à fait, oui. Entrées, y compris donc des mots d'origine turque et persane. Oui, oui, oui. Et nos gros auteurs, par exemple, Flaubert, truffaient leurs romans de mots arabes. Absolument. Je pense l'exemple. Mais c'était assez naturel. Ce qui est curieux, c'est après. Beaucoup plus près de nous, il y a eu une sorte d'orientalisme tardif, si vous voulez, mais où les mots étaient beaucoup plus présents que de nature. Mais chez Flaubert ou chez d'autres auteurs, disons classiques, ça venait tout naturellement. Mais il le voulait, il le savait, ou c'était des rencontres peut-être parce qu'il ne le savait de pas l'époque. aussi. Parce que Victor Hugo s'est élevé contre ça, Voltaire aussi, hein, contre Chateaubriand, lui qui s'en privait pas pourtant, mais ils ne le savaient pas, ou alors ils étaient en accord avec eux-mêmes, il n'y avait aucun complexe à les utiliser. C'est vrai que chaque langue, c'est ce génie de la langue, c'est de malaxer, de défigurer un mot. D'intégrer. Pour l'intégration totale, c'est... La liste est longue, hein, des auteurs français qui ont utilisé des mots arabes. Ah ben, Par exemple, vous dites Molière, ici est mis avec Bézoard Oui. dans le Malade imaginaire. Oui, et qu'on retrouve dans Harry Potter. Oui. Donc c'est une autre histoire, mais Ouais. effectivement. Ou Andromaque, j'ai vu que le mot assassin, Oui. qui vient de quelle origine? Arabe, hein, c'est donc hashishin, hashishoun, hashish, l'herbe, hein, donc c'était les fumeurs d'herbe. Hein, Qui tuaient? Qui tuaient. Ah, qui tuaient. C'était une secte, un mouvement. Monique? Et le plus extraordinaire, c'est le nom même de Rabelais. Ah oui. Vous suggérez qu'il est d'origine arabe et il signifie donc le roi des farceurs. Mohamed Rabelais? Non. Oui, quasiment. Non, mais je me suis méfié, vous savez, madame, on se méfie, parce que sinon, comme plaisante souvent mon fils quand il a vu mon travail, et de temps en temps il me titillait, il me dit « Eh papa, ce mot il n'est pas... Non, je me suis méfié pour ce qui est de Rabelais, mais je suis persuadé aujourd'hui que Rabelais, connaissant l'arabe, Rabelais connaissait l'arabe, la langue arabique, oui. Voilà, et donc je suis persuadé comme il était farceur aussi, et le nom veut dire ça aussi, maître farceur. Et Guillaume Musseux utilise souvent le mot hasard. Il n'est pas le seul. Et comment? Et hasard, on sait d'où ça vient. Et comment? Hasard, hasard, je me suis amusé, j'ai lu plus de 1000 ouvrages de la littérature, hein, mais vous ne le ratez pas, le mot hasard. Il ne vous ratera pas en tous les cas. Ce qui est curieux, Et c'est dans que... le destin aussi, il ne rate pas. Ben oui, forcément. Ce qui est curieux, c'est que dans la fiction, l'auteur qui est maître de ses personnages et de son histoire, on vous parle de hasard, l'auteur vous parle de hasard, alors qu'il n'y a pas de hasard, puisque c'est lui qui décide, l'auteur. Oui. Oui, mais il y a une signification au mot hasard. Oui, en maghrébin, en dialectal, ça veut dire coup de chance, mais étymologiquement, ça veut dire jeu de dés. Un dé qui a entraîné donc le jeu de dés. Guillaume Mussot, 23 mars 2002, Laïla, une petite fille de 5 ans qui disparaît dans un centre commercial de Los Angeles. Il n'y a aucune piste, aucune trace, aucune demande de rançon. Aucun indice, il y a ses parents, Marc et Nicole, un couple apparemment heureux. Qui va se séparer. Voilà, oui, c'est un couple new-yorkais glamour qui apparemment a tout pour être heureux et leur bonheur conjugal vole en éclats avec la disparition mystérieuse de leur petite fille qui réapparaît de façon encore plus mystérieuse 5 ans plus tard, exactement au même endroit où elle avait été enlevée. Oui, mais vous ne dites pas que pendant ce temps, ou tout de suite, l'enquête va commencer. L'enquête commence et son père, lui, n'arrive pas à supporter le choc de la disparition de sa fille et se clochardise, quitte sa femme, quitte son emploi, brisé par la souffrance, alors que sa femme, elle, arrive à refaire sa vie. Et 5 ans plus tard, la petite fille réapparaît et elle est dans un état, elle est muette. Et elle refuse de dire ce qui lui est arrivé, effectivement, pendant tout ce temps. Et vous savez ce qui lui est arrivé?
Moi oui, mais le lecteur au départ non, et donc à la joie des retrouvailles succèdent finalement les questions. Que lui est-il arrivé? Pourquoi ne parle-t-elle pas? Et surtout, pourquoi est-elle revenue? Oui. Il semble que la plupart de vos personnages se demandent chaque fois, la question revient souvent, comment survivre, comment sortir de la douleur. Absolument. Moi, je veux essayer de faire des livres qui, sous une apparence comme ça de divertissement, de best-seller, traitent quand même à chaque fois d'un thème. Et là, le thème, c'est effectivement la résilience, dont parle beaucoup Boris Cyrulnik. Comment arriver à surmonter un traumatisme, comment survivre au malheur. Et c'est le thème donc, qui irrigue le roman. Vous citez La d'ailleurs. première chose, oui. Attendez, pardon. Vous citez. Et tout de suite, je vous écouterai, Monique. Vous citez Boris Cyrulnik. Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment et grâce à qui on pourra le surmonter. Voilà. Ouais. C'est voilà. Donc à chaque fois, je prends prétexte d'une histoire. Alors ici, c'est une histoire un petit peu policière. Dans mes ouvrages précédents, il y avait comme ça un halo de mystère, de fantastique. Mais en fait, pour moi, c'est toujours des prétextes pour aborder des thèmes plus profonds, le deuil. Oui. C'est ça, l'absence, le temps, le temps, les choix qu'on fait dans notre vie, leurs conséquences, les fils invisibles qui nous relient tous. Et entre New York et Los Angeles, on voit vivre plusieurs personnages au destin croisé qui ne se connaissent pas et qui, à un moment donné, vont être peut-être dans un même avion, dans un même bateau. Voilà. Des destins comme ça qui se croisent. Voilà, c'est toujours entre destin et hasard. Est-ce que ce qui nous arrive est écrit quelque part, ou est-ce que finalement tout ça n'est que le résultat, une sorte de hasard, une sorte de chaos? Vous arrivez à dire que c'est les deux à la fois. Oui, voilà. Sans dévoiler on est tout le temps la fin sur le fil, du roman. C'est à la fois le pur hasard, puisqu'il y a une nuit de Noël, nuit de Noël 2007, nuit du 24 au 25 décembre 2007, où beaucoup de choses se passent, des êtres se rencontrent. Et puis, cette rencontre sera prolongée d'une toute autre façon, maîtrisée. On a promis de ne pas dire la fin. J'ai été frappée par le fait que la première phrase que le père, donc Marc, prononce lorsqu'il retrouve sa fille, donc à Los Angeles, endroit même où elle avait disparu, c'est fini maintenant. Oui. C'est fini. Alors que tout commence. Que tout commence, et en particulier va commencer la conversation, puisqu'elle se remettra à parler, et elle lui permettra de comprendre quelque chose d'essentiel. Qui donnera la clé. Donc c'est bien ça. Donc j'insiste là-dessus parce que le thème que vous soulignez, survivre, c'est la capacité de terminer une chose et d'en commencer une nouvelle. Rebondir, essayer d'aller de l'avant et essayer surtout faire en sorte d'écrire des romans qui, bien que traitant de thèmes graves, laissent toujours une porte ouverte à l'espoir, à la reconstruction. Oui, mais vous dites quand même aucune blessure n'est irréversible. Certes, on peut renaître de sa souffrance, ça prend du temps, mais on ne guérit pas toujours. Non, voilà, on la garde en soi, mais on continue. Et vos récits, Guillaume Musso, ont souvent lieu, ou trouvent leur origine, aux États-Unis. Anne-Marie Moreau, qui vous connaît, me disait que vous avez, à 19 ans, vécu aux États-Unis, vous avez même vendu des glaces, fait tous les métiers. Oui, j'avais besoin à 19 ans de faire un petit peu une coupure avec ma famille, avec comme ça le garçon qui était très 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 couvé, et donc je suis parti 6 mois comme ça, faire le tour des États-Unis, exercer des petits boulots. J'avais lu aussi le roman de Philippe Labro, l'étudiant étranger, dans lequel il fait ça. Ça m'avait beaucoup marqué. Donc à mon tour, j'ai voulu faire ça. Je suis tombé amoureux de Manhattan. Et c'est vrai que mes romans se passent souvent là-bas, non pas par fascination du modèle américain, mais parce que ça crédibilise. New York, c'est la ville où tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Et donc, je trouve que mes histoires sont plus crédibles aux États-Unis que ce qu'elles le seraient peut-être en France. Et vous montrez très bien la juxtaposition des deux New York, le New York du souterrain, de l'ombre, de la nuit, de la saleté, et puis le New York des Lumières. Mais alors, vos personnages ont trois passions principales. Il y en a un qui doit accepter, un qui veut se venger, et un autre qui veut se punir. Oui, ben ça c'est les grandes. Et ils arrivent à se rencontrer et à tisser quelque chose ensemble. Voilà. C'est étonnant.
une marmite où va se croiser comme ça des personnages avec des buts et des motivations très 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 fortes. Et donc c'est cette... Et le livre est très découpé, jour par jour, peut-être minute par minute. Dans certains cas, on dirait les bandes dessinées dont nous parle Jean-Philippe Lefebvre. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que je suis beaucoup influencé. Alors à la fois, bon, à la base, ma mère est bibliothécaire. Donc très très jeune, très petit, j'ai eu Dostoïevski, Proust au biberon presque. Comme Madame Schneider, elle a des voisins, des amis. Ouais, c'était très très... Donc le côté culture classique, ça, je l'ai bien assimilé. Et après, à l'adolescence, il y a la découverte avec le cinéma. Souvent, je dis, je suis de la génération magnétoscope, celle qui a découvert les films, non pas dans les ciné-clubs, mais directement comme ça, en cassette, avec la possibilité de les voir, les revoir, et finalement de déconstruire un petit peu les récits, de voir comment un film était construit. Et ça m'a marqué. Et de même, côté culture, bande dessinée, de côté même les séries télé qui sont construites de plus en plus de façon avec des rebondissements nombreux. Mais ça, c'est le côté technique. Mais à côté de ça, il y a quand même des personnages que j'essaye de construire de façon profonde, en me documentant, en lisant des livres de psychologie, pour qu'il y ait des personnages suffisamment épais et pour que les lecteurs à propos de psychologie, votre livre est quand même un hommage au travail mental, à la possibilité qu'a la réflexion, la méditation, le travail intérieur de déplacer de changer le destin, en quelque sorte, de déplacer les fatalités. C'est un peu une sorte, effectivement, pour beaucoup de psychanalystes tout au long de ce voyage en avion qu'il y a dans le roman, qui va jouer effectivement comme un catalyseur et essayer de faire en sorte que, effectivement, à la fin, ils soient transformés dans un sens, effectivement, mais confrontés à leur plus grande peur. J'essaie d'obéir à ce que vous nous avez recommandé. Et quand vous écrivez, parce que j'ai noté que vous étiez prof d'économie. Prof d'économie. Vous continuez? En lycée, j'adore mon métier. Je continue, bien sûr. Il n'est pas question que j'arrête. Je travaille à mi-temps, donc je mélange pas du tout les genres. Quand je suis professeur comme ça. Oui, mais vous regardez votre œil, vos élèves. Oui, ils ont lu mes livres. Ils viennent les faire signer pour leur mère, pour leurs copines, leurs cousines. Enfin, c'est très très. Et comment vous expliquez le succès que vous avez? Et comment vous le vivez? Toujours présomptueux de l'expliquer, mais j'essaie toujours d'écrire des livres que j'aimerais lire en tant que lecteur. Et moi, je suis profondément persuadé qu'un bon livre, c'est un livre qui rend heureux celui qui le lit. Et donc, j'essaye de m'appliquer ça à moi-même. Qu'est-ce que c'est cet accident terrible que vous avez eu, un accident de voiture? Oui, à l'âge de 23 ans. C'est-à-dire il n'y a pas longtemps? Oui, il y a quand même une petite dizaine d'années. Ma compagne était étudiante à Nice. Moi, je commençais à enseigner à Montpellier et on ne pouvait pas se voir beaucoup. Et une nuit, j'ai voulu lui faire la surprise. J'ai pris ma voiture pour essayer d'aller la voir comme ça. Et en pleine nuit, effectivement, sur l'autoroute, j'ai eu un grave accident. L'impression comme ça de frôler la mort. Et donc moi qui étais un jeune homme plutôt insouciant, d'un seul coup, j'ai perçu comme ça cette fragilité de la vie, ce côté tout peu basculé. C'était vraiment grave. Oui, c'était grave. Mais ça m'a donné envie. Alors j'ai lu après par la suite quantité de témoignages de personnes qui avaient frôlé la mort. Et donc c'est vrai que maintenant... de la densité. Ouais, c'est un thème, effectivement, qui irrigue... Mais vous êtes comme Montaigne, sa chute de cheval, sa bassine de sang, et puis après il s'est mis... Dans chaque après quelques heures d'inconscience, il s'est mis avec les comparaisons de Monique tantôt. Et il insiste beaucoup sur le fait que les essais sont sortis de cet accident. À la fin, vous remerciez votre lecteur, vous dites que ce sont eux qui font vivre vos romans, et c'est intéressant de dire que votre lecture donne désormais du sens à mes mots. Oui. C'est pas ce que l'on fait parfois en radio ou en télévision. Mais heureusement que vous n'avez pas eu à aller dans l'hôpital d'Antoine Sénanque, où il est neurologue, parce que peut-être qu'il ne serait pas là, non? Je ne suis pas sûr que les traumatismes crâniens et les grands traumatismes après des accidents de voiture que j'ai eu l'occasion de suivre débouchaient sur un développement de la fibre artistique. Mais à condition de les sauver. Voilà, il faut les sauver. Antoine Sénanque, nous étions rencontrés pour votre précédent livre. Vous étiez venu ici avec Monique et moi, qui s'appelait Blues. Et dans la Grande Garde, on reste en blouse blanche, on reste à l'hôpital.
On reste en blouse blanche, mais Blues, c'était pas vraiment un roman, c'était plus un livre de souvenirs, en fait un livre de mauvais souvenirs, mes souvenirs de formation hospitalière. La Grande Garde, c'est un roman sur cadre hospitalier, mais le sujet de la Grande Garde, c'est pas la médecine. Le sujet, il y a plusieurs sujets dans le livre. Oui, ça se passe dans un hôpital avec 7 médecins qui travaillent ensemble, sans former une équipe, et on a l'impression qu'ils sont moins compétents que jaloux, ambitieux. Ah non, ils sont compétents, mais ils sont aussi compétents que jaloux et ambitieux. Et leur compétence est élevée, donc leur Et qu'est-ce que vous appelez les mesquineries hospitalières? Vous savez, un hôpital, c'est en fait une cellule familiale, hein, c'est pareil. On retrouve au sein d'un hôpital ce qu'on retrouve dans un groupe fusionnel, c'est-à-dire des choses très positives et puis des choses mesquines, c'est ce qu'on appelle l'humain, ça. Et l'humanité à l'intérieur d'un hôpital, elle est dans une ambiance très claustrophobique. Et donc, les défauts sont plutôt plus mis en valeur que les qualités, enfin, dans l'expérience que j'en ai eue. Mais le sujet, c'est pas non plus totalement les mesquineries, c'est surtout la faute. Oui, la faute. Alors, venons-y. Il y a un personnage tout à fait extraordinaire, le médecin, le seul professeur, dites-vous, qui assure la Grande Garde, qui s'appelle Vadas, et qui est passionné par son métier, évidemment, et dont vous dites que sa seule manière d'avoir rapport avec les autres personnes autour de lui, c'est de les soigner. C'est une sorte de relation de couple quasi entre le médecin et son malade. C'est une relation de couple et en même temps une relation de doute. C'est-à-dire que le médecin que je mets en scène a besoin d'avoir un rapport de force avec les hommes qui l'entourent et également les malades. Et soigner un malade, c'est aussi avoir, dans une certaine mesure, un rapport de force, un pouvoir sur lui. Les malades sont assez absents du livre. Mais il est capable, vous dites, victime. Vadas était le seul qui pouvait prendre en charge un malade du début jusqu'à la fin, le seul à pouvoir tout faire. Parce qu'on est frappé dans votre roman par la fragmentation des tâches à l'hôpital. On se passe les malades en cours d'opération de l'un à l'autre, et il y en a un qui est là et qui assure la continuité. Oui. L'idée, si vous voulez, de l'honnête homme appliqué à un médecin ou un chirurgien hospitalier, ça n'existe plus maintenant. Ça n'existe plus parce que les médecins et les chirurgiens ne peuvent pas tout faire, parce que la médecine est devenue de plus en plus compliquée, de plus en plus technique. Et il est très très exceptionnel de rencontrer un homme dans un cadre hospitalier qui soit capable d'endormir un malade, de faire une suture, d'opérer, de faire un diagnostic radiologique précis. Et c'est vrai que le personnage que je mets en scène, qui est l'incarnation du grand patron, comme on peut le rêver, fait partie justement de ces derniers honnêtes hommes de la médecine, bien que son honnêteté soit un tout petit peu ambiguë. Mais la faute, ce n'est... Enfin bon, je ne vais pas dévoiler l'intrigue de votre roman, mais une faute est commise, dont il est spectateur, et l'on constate les effets. Il y a tout lieu de penser que ce n'est pas lui qui l'a commise. Mais alors vous dites à propos de celui qui a commis la faute, s'il a agi ainsi, ce n'est pas parce qu'il l'a voulu, c'est la chimie de la Grande Garde qui l'a fait agir. Mais qu'est-ce que c'est que la chimie de la Grande Garde? Parce que si on a affaire à des médecins qui, au moment d'opérer et de procéder aux gestes décisifs, se laissent définir ou pousser en avant par la chimie et pas par la conscience de ce qu'ils font, c'est inquiétant. J'ai voulu, en fait... opposer un petit peu la figure de ce grand chirurgien et de son équipe qui est compétente et qui commet donc une faute qu'il va essayer de partager. J'ai voulu opposer cette figure à la figure des médecins qui commettent des fautes telles qu'elles nous est montrées dans les médias. En fait, les médecins ou les chirurgiens qui commettent une faute médicale, globalement, sont montrés dans les médias de deux manières. Soit des gens complètement incompétents, des cancres qui oublient une boîte de compresse dans un abdomen, soit des gens qui sont malhonnêtes, c'est-à-dire des gens qui opèrent trop, qui multiplient les interventions. Et c'est pas ça, la faute médicale. Enfin, c'est ça aussi, mais c'est une minorité de fautes médicales. Ça, c'est celle qu'on découvre. Voilà, il y a celle qu'on ignore, probablement. Oui, souvent elle est ignorée, mais il faut savoir que les fautes médicales les plus nombreuses que l'on rencontre en pratique quotidienne, ce sont des fautes faites par des médecins ou des chirurgiens extrêmement compétents.
Ce sont des gens très forts qui font des fautes médicales. C'est ça qu'il faut arriver à intégrer. C'est pas le rebut de la médecine. D'accord, mais médicale. pourquoi? Est-ce que c'est... Écoutez, il y a un médecin qui est quand même pas le plus mauvais des médecins, qui s'appelle Hippocrate, qui a défini la médecine de la manière suivante. La médecine est un art glissant. Je trouve que tout est là. D'abord, il y a la notion d'art qui est la subjectivité, c'est pas une science. Et puis il y a la notion de glissade. Et c'est glissant, la médecine. C'est glissant pour le patient, mais c'est aussi glissant pour le médecin. C'est difficile, la médecine. Il arrive qu'il y ait des variations anatomiques, que vous ayez une petite artère qui ne devait pas se trouver là, et ben, qui est, parce que ça arrive de votre part, une fois sur c'est 1000. la reconnaissance de la faute et une sorte de pardon, ou alors d'acceptation. C'est une vision objective de ce que c'est que la faute Nier médicale. la culpabilité, que ce soit un métier difficile. Oui. Depuis longtemps, depuis toujours. Non, je ne nie pas du ça tout la... justifiait quoi? Rien, Non, je ne nie pas la culpabilité. Je nie cette manière de fausser la vision des gens qui ne sont pas dans cet univers en leur montrant des images des médecins, des modèles de médecins qui commettent des fautes qui sont des modèles tout à fait caricaturaux. D'accord. Ceux-là, on les condamne comme il y a toujours des brebis galeuses dans un métier. Absolument. Mais là, vous êtes en train de nous donner encore plus peur en nous disant que ce sont les bons médecins qui commettent souvent des fautes sûr. que l'entourage protège et qui ne sortent pas il faut de pas l'hôpital. surestimer la médecine. Il y a les morts que l'on découvre à l'hôpital, oui, il y a toutes sortes de raisons et de maladies, mais il y en a d'autres qu'on ignore. Parce que le système hospitalier, même si les équipes se détestent, se concurrencent, elles se couvrent, elles se protègent les unes des autres. Ouais, enfin, elles se protègent de moins en moins, parce que justement l'effet positif de cette concurrence, c'est que oui, vous l'avez échappé belle. les gens justement ont tendance à officialiser plus qu'à cacher les fautes des uns et des autres. Donc ça, c'est plutôt un effet positif. Mais enfin, il ne faut pas non plus caricaturer. Je veux dire, la vie d'un médecin, c'est pas une vie émaillée de milliers de fautes médicales. Mais vous savez, il en suffit d'une. Et une, c'est quelque chose de très difficile à vivre pour un médecin. Ah oui. Donc là, je me mets du côté du médecin, bien sûr, mais il n'est pas question de diminuer l'importance de la faute du côté de la victime. Au fond, quel est l'objectif du livre et de la Grande Garde? Alors, est-ce que c'est la recherche? Enfin, il n'y a pas de personnage idéal, peut-être. Non. Ou il n'y a pas de métier ou d'homme idéal dans ce qu'il fait. Le problème de la faute et de la médecine, c'est la coquille de mon livre. Moi, ce qui m'a surtout intéressé dans le livre et ce que j'ai essayé de développer, c'est les rapports entre un très grand chirurgien qui incarne en fait pour les gens qui travaillent autour de lui la figure du père idéal. C'est un peu comme ça d'ailleurs que les grands patrons sont vécus par les participants à leur équipe comme des super pères. Voilà. Et les rapports qui se tissent pendant cette nuit de garde entre ce grand chirurgien et cet interne sont des rapports de type paternel. Or, à la fin de cette grande garde, sans dévoiler le suspense, entre guillemets, la faute médicale est commise par l'interne, en faisant le geste de trop qu'il n'aurait pas dû faire. Qui est le narrateur. Le narrateur Pierre. est effectivement l'interne, Pierre. Mais c'est pas le médecin, c'est pas le grand médecin. C'est pas le grand médecin. Pas lui. Le professeur qui est autour de lui et qui le commande décide de couvrir cette faute en la prenant sur lui. On a l'impression, vu de l'extérieur, que là encore, il correspond à la figure du père extraordinaire qui prend pour lui la faute de son enfant et qui se sacrifie pour lui. Mais en réalité, toute l'ambiguïté est là. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la faute de quelqu'un? C'est pas forcément lui rendre service. Prendre la faute de quelqu'un, c'est aussi l'empêcher de l'assumer et l'empêcher de vivre avec cette faute qui est quand même un des éléments les plus fondateurs pour l'évolution d'une personnalité. Et c'est ça, l'idée de ce père qui, en apparence, est un père idéal et qui, en profondeur, est plutôt un père qui trahit son interne sous cette couverture de sacrifice. C'est ça, l'histoire de la Grande Garde. Mais peut-être sent-il que si son interne a fait une faute sous sa responsabilité, il doit enfin, cette faute lui appartient à lui aussi, parce que c'était. Je ne crois pas qu'il raisonne comme ça. Bon, je crois pas qu'il... Non, mais c'est un règlement de compte avec peut-être un père, des pères. Peut-être. Hein, pour lui. Oui, mais non, c'est pour Pierre, pour le narrateur. De livre en livre, on va voir la responsabilité. Oui. Il y a une phrase père. qui est quand même très marquante dans l'Évangile, qui est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est la question qu'on pose finalement à son père. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, dans la Grande Garde, le professeur Vadas n'abandonne pas suffisamment son fils, paradoxalement. Je pense qu'il faut abandonner son fils complètement pour qu'il puisse, complètement spirituellement, pour qu'il puisse vivre comme un homme. Ah oui. Et votre narrateur est forcé, encouragé par son père, à devenir médecin, c'est ça?
Oui, le narrateur est... Il l'empêche de faire un autre métier que médecin. Il aurait bien voulu être écrivain. Ben voilà, il se venge. Ben, il se venge. Je vous lui avais dit que vous vous vengez. Il vous lit. C'est peut-être un petit peu personnel, ça. Il vous lit. Ouais, il me lit. Il vous lit. Bon, ben c'est déjà... Monsieur Guermich, vous avez noté que c'est une histoire de Toubib, si on peut dire. Hein, et Toubib, c'est un mot... N'est-ce pas, oui. Hein? Je note. Oui, oui. Et Toubib, je ne savais pas d'ailleurs, en regardant dans le dictionnaire, j'ai vu que ça venait d'un verbe qui disait tabac. Tabac. Oui. Ah, ouais, Oui, oui. Pardon. C'est... Tabac. Non, c'est le B est doublé, c'est tout. Tabac. Bon. Et alors, tabac, ça veut dire soigner, traiter en douceur. En douceur. Apparemment, c'est pas ce qu'ils font là. Hein. Ouais. On fait ce qu'on tout à peut. fait. Ouais. Oui, je peux vous parler longuement de Pierre Bayard, mais vous savez le livre Comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Oui. Non, mais je ne peux pas vous faire cette injure, je ne vous ai pas lu, donc. Mais effectivement, j'avais juste une question, si vous permettez, une petite question. Comment ce roman, c'est un roman, a été reçu, comment il est reçu autour de vous, dans votre milieu, par vos pairs, PAIRS? Écoutez, plutôt positivement, plus positivement que le premier qui était un petit peu plus agressif sur le cadre médical. Globalement, les gens concernés ne se sont pas reconnus. Donc ça arrive souvent d'ailleurs. Ouais, c'est bien. Et donc il est neurologue, vous continuez à pratiquer. Je continue à et vous écrivez. Et j'écris. Ouais. Ouais. Chacun de vous garde son métier apparemment et écrit comme une sorte de passion. Alice, le personnage de Madame Schneider, Dominique Schneider, prend souvent le thé dans une tasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où le mot tasse? Tasse de l'arabe. Oui, Pas non, ça. mais bien sûr. Et Qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ah ben c'est le récipient, hein, c'est comme La gamelle. Peut-être non, la petite tasse, hein, mais Le bol. peut-être que vous avez remarqué aussi qu'il y a un autre récipient que vous avez sans doute connu, vous personnellement, dans votre région d'origine, c'est Mazagran, qui vient de la ville, pas loin d'Oran, n'est-ce pas? Et l'histoire est assez curieuse, ce Mazagran. Vous entendez parler de Mazagran, madame? Pas du tout. Non. Qu'est-ce que c'est? Le récipient qui est dépourvu d'anse, oui. dans lequel avec un col resserré. voilà, comme un gobelet. Et effectivement, Tass, Mazagran sont d'origine arabe, mais l'histoire de Mazagran est assez cocasse. C'est le nom de la ville, hein, d'une ville, Mazraran, près d'Oran, dans la région d'Oran. Il y a eu une bataille en 1840 entre les troupes françaises et les troupes du lieutenant de l'émir Abdelkader. Donc c'est en 1840. Et la légende dit, parce que ça peut être qu'une légende vue d'un Algérien, donc il y avait 123 soldats français contre 20 000 soldats arabes. Et que les 123 ont gagné la bataille grâce à un café donc qu'ils mélangeaient à de l'eau de vie et qu'ils mettaient dans ce récipient. Le mot Mazagran est passé d'abord au café, hein, avant de passer, oui, avant de passer au contenant. Dans Mazagran, donc le mot est resté. Donc il paraît que les 123 soldats français ont gagné la bataille parce qu'il y a eu 4 jours, 3 nuits quand même sans sommeil, grâce à ce café arrosé d'eau de vie. Et voilà comment Mazagran est resté dans l'histoire de la langue française. C'est plus du tout politiquement correct d'imaginer que c'est à l'alcool qu'on gagne une bataille. Non. Le cas d'alcool aussi est dans le corpus. Elle prend le thé, votre Alice. Oui, elle prend beaucoup le thé. Oui, avec Henri James surtout. Apparemment, avec Tolstoï aussi. Oui, avec beaucoup d'autres auteurs, mais c'est son préféré. Ah oui, elle a un faible pour James. Oui. Elle le connaît depuis plus de 50 ans. Elle le connaît depuis plus de 50 ans. Elle l'a découvert à l'adolescence. Et en plus, il veut bien. Il est très content, lui. Oui, il adore j'ai même occupé. noté qu'ils finissent par se tutoyer, donc ils se connaissent. Elle le lui propose, en tout cas. Mais lui prend ça assez mal. C'est pas un homme qui est très familier. Il faut dire que la vie d'Alice, dans le récit de Dominique Schneider, est meublée par sa bibliothèque. Et elle discute avec ses écrivains préférés. Mais pas n'importe lesquels. Non, bien sûr. De toute façon, ça, il y en a qui ne veulent pas. Par exemple, j'ai absolument voulu essayer d'embarquer Proust avec moi. Il a refusé d'un bout à l'autre. Je n'ai pas réussi à le mettre. Mais pourquoi cette résistance? Mais il fallait fermer les fenêtres. Il fallait éviter les risques d'allergie. Personne ne fumait chez moi. Tout allait bien. Il n'y avait pas beaucoup de bruit, mais ça n'a pas marché. Non, James a bien voulu, Tolstoï sans problème.
C'est pour ça, quand on parlait du hasard tout à l'heure, moi je trouve que quand on écrit, le hasard est pour beaucoup. Enfin, moi je suis tout à fait incapable de faire un plan très organisé. J'écris au contraire. Je ne sais pas très bien comment ça se passe. Si je savais exactement comment ça se passe, j'écrirais pas parce que ce serait déjà fait. C'est probablement d'ailleurs pour ça que ça ne. Enfin, le but n'est pas le même. Moi, je m'amuse follement en écrivant ça parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Ah oui. Je ne savais pas que James. Je savais au départ que Tolstoï prendrait cette importance-là parce que j'avais des tas de comptes à régler avec lui. Mais James, je ne savais pas. Ah oui, mais il vous répond bien, Tolstoï vous donne quelquefois des conseils. Il dit on marie des gens qui ne s'aiment pas et ensuite on s'étonne qu'ils ne s'entendent pas. Mais oui, cette pauvre Alice s'est mariée dans des conditions stupides, simplement parce qu'elle était enceinte dans une famille bourgeoise à une époque où voilà, il fallait faire ça. Et c'est vrai que Tolstoï a essayé de l'aider, mais que personne ne l'a écouté. Alors Alice, si elle se promenait dans l'annexe de la bibliothèque du Sénat, elle serait folle de joie. Mais elle perdrait peut-être des amis, mais elle en trouverait d'autres copains. En tout cas, elle perdrait ses repères. Oui, il y a de quoi perdre ses repères ici. Et j'ai noté que pour sa propre vie, des auteurs lui donnent des conseils. Même Molière, quand elle utilise une crème, peut-être une crème Nivea, il est bien nécessaire, madame, vraiment de dépenser tant d'argent pour vous graisser le museau. C'est-à-dire que... Mais on est tous comme ça. On a tous des citations qui nous viennent dans certaines circonstances. Alors, quand on les guette, on peut arriver à en faire quelque chose. C'était très amusant d'avoir cette forme de disponibilité et de voir dans les circonstances ce qui se passait et ce qui me venait. Et d'essayer de les brancher. Mais elle peuple sa solitude de ses conversations. Oui. Bon. Ce sont des conversations avec les morts, mais apparemment pour elle, ils sont là, ils sont des vivants. C'est-à-dire qu'elle réussit très bien à ne pas être seule. Monique. C'est une extraordinaire familiarité. C'est un cercle d'amis toujours là, mais qu'elle juge de manière un peu sévère. Lorsqu'elle caractérise le style de Henry James, elle dit ceci. Le maximum qu'on puisse obtenir d'un personnage de James est un « oh ». En réponse à une phrase qui contient tout sauf une information, suivie de plusieurs pages d'interprétation de ce « oh » par les autres protagonistes. Elle est sans pitié parce que... Là, c'est parce qu'elle vient de relire Les ailes de la colombe qu'elle n'aime pas du tout par rapport à d'autres livres, et qu'elle est extrêmement frustrée, et que justement, ce qu'elle aime chez James, c'est l'impression de frustration que vous avez tout le temps en lisant James. Chaque fois, on se dit, ça va s'arranger. Enfin, il y a toutes les conditions pour que les choses se passent bien. Évidemment, ça ne se passe jamais bien. Enfin, plus exactement, le pire, c'est quand ça se passe bien. C'est-à-dire quand un personnage arrive à obtenir ce qu'il voulait, alors là, c'est la catastrophe. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Voilà. Et en plus, chez elle, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Hein. Bien Par sûr. exemple, vous dites, oui, James éteint la télévision dès que j'ai le dos tourné. Le bruit l'indispose. Proust ouvre les fenêtres si quelqu'un fume, puis les referme pour éviter les courants d'air. Puis à ceux qui tirent les rideaux à cause de la lumière, etc. Seul Tchekhov se propose de donner quelquefois un coup de main quand il s'agit de planter des arbres. Et d'où est venue l'idée? Je ne sais pas. Un jour, comme disait Bernard Pivot, un livre est tombé, vous l'avez ouvert et il vous a parlé. Non, je trouvais que c'était vraiment très passionnant de voir quel rapport personnel tout à fait intime on entretenait avec les auteurs. Ouais. Et avec les gens, c'est une chose, mais avec les auteurs, je suis sûre que mon idée de James ou de Tolstoï, vous en avez une tout à fait différente. Oui, enfin, oui, oui. Mais on discute avec eux, heureusement qu'ils sont là. Avec eux. Et puis votre Alice dit qu'elle veut lire la moitié des livres qui sont dans sa bibliothèque. Oui. Et elle sait se pourquoi. souvenir de la moitié de ce qu'elle a lu. Pourquoi? Parce que comme ça, elle sera une personne cultivée et qu'il vaut mieux vivre avec une personne cultivée quand on est seul, même quand on est deux, dit-elle. Oui, oui. Mais j'ai noté que Pouchkine en fait bien à son aise. Hein. Mais Pouchkine... il laisse des poils partout. Chat, voilà, c'est le chat. C'est le chat. Voilà. En tout cas, les auteurs sont nombreux à recommander à la fois l'éveil, la vigilance. Et je pense que vous faites mouche parce que c'est extrêmement tendre, c'est drôle. Et j'ai beaucoup aimé, pas seulement parce que le récit se termine par une magnifique nouba, Monsieur Garmisch, une nouba, une grande fête, hein, une fête. Et quand elle se réveille ou quand elle se rend compte de ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Il n'y a personne, bien sûr. C'est une nouba. Vous voyez, encore un mot. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si chez Monsieur Blais,
Blaise, Blé. Blaise. On va l'appeler Olivier. Allons-y. Très bien. Semper Augustus. Ça, ce sont des mots latins. C'est une fleur. Vous l'avez dit tout à l'heure, une fleur très rare, très chère. Et pourquoi il y a eu cet engouement aux Pays-Bas, à un moment, à partir de cette fleur dont vous dites que le prix pouvait doubler dans un instant? C'est difficile à expliquer. On peut dire qu'on est dans l'ordre de l'irrationnel. Je pense que d'un côté, il y avait un attachement sincère, esthétique à la beauté de cette fleur, raison pour laquelle les collectionneurs se sont précipités dessus. Et puis de l'autre, il y a eu une seconde vague qui était celle des amateurs et des spéculateurs qui ont vu qu'on pouvait faire des bonnes affaires en achetant des bulbes, soit seuls, soit la plupart du temps en se regroupant, parce que les bulbes étaient devenus tellement chers que comme aujourd'hui pour constituer une société immobilière, on s'y met à 10, à 15, à 20, à 30, chacun a sa petite part. La plupart du temps, il ne met pas de l'argent, mais il escompte la vente d'un autre bulbe. On a constitué comme ça en peu d'années, entre 1634 et 1637, un véritable contexte financier économique. Oui, et il faut voir d'où vient la fleur elle-même. La tulipe, c'est presque, là encore, un hasard de l'avoir fait naître, non? Oui, très souvent, l'introduction des fleurs, des épices, la circulation de ces denrées plus ou moins rares à cette époque-là procédait du hasard. C'est un bateau qui avait dans ses cales tel germe de maladie, ou au contraire, telle graine qui a essaimé ensuite dans les jardins royaux, puis des jardins royaux, etc. Donc l'histoire de la tulipe, bien qu'elle soit assez mal connue, enfin les points de jonction entre l'Empire ottoman et l'Europe, par exemple, sont assez mal connus. On ne sait pas si c'est un ambassadeur qui avait ramené des graines ou si c'est un diplomate, mais de moindre rang, qui avait voyagé avec. On ne sait pas exactement, mais en revanche, ce dont on est sûr, c'est que c'est au tournant du XVIIe siècle, c'est-à-dire entre 1597 et 1599, que la fleur est apparue en Europe. Et tout de suite, il y a eu un attachement spontané. Qui tenait à sa beauté, aux différentes variétés, parce qu'il n'y a pas une tulipe. Non, et là, vous le notez avec tous les noms magnifiques et qui viennent sans doute des Pays-Bas, des tulipes, des variétés. Il y a des très grandes variétés de tulipes, et assez vite, ce qui est curieux, c'est que des goûts se sont affirmés chez les uns ou les autres pour telle qualité et pas telle autre. Ce sont des modes, des engouements, comme aujourd'hui. Mais pourquoi? Pour des couleurs ou pour la nature du bulbe, s'il change? Par exemple, les tulipes unies, de couleur unie, rouge, jaune, etc., étaient réputées moins intéressantes, donc atteignaient des moindres prix que les tulipes chamarrées, bariolées. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, ce sont les tulipes atteintes d'un virus qui présentait les formes les plus extravagantes, les couleurs les plus extravagantes. Donc plus la tulipe était malade, plus elle valait cher. Vous le saviez, ça? Les uns les autres, Guillaume Musso ou Antoine Sénat? Moi, je le savais parce en économie, lorsqu'on étudie les bulles, que ce soit les bulles immobilières ou alors la bulle Internet, on nous parle aussi toujours historiquement qu'il y avait eu que les premières bulles comme ça trouvaient leur origine avec les fameuses tulipes. Voilà, c'est là. Il n'y avait pas un virus à effet inverse par hasard qui prolongeait la durée de vie de la tulipe ou qui améliorait Pas à ma connaissance. Mais il faut dire que les connaissances botaniques à l'époque étaient assez rudimentaires. Les gens essayaient. Lorsqu'ils essayaient à partir de graines, ils les semaient en pleine terre. Ils devaient attendre 7 ans pour voir la première tulipe. Donc autant vous dire que le savoir botanique était relativement frustré. C'est ce qui a d'ailleurs provoqué la crise de cette tulipomania, parce qu'il faut un certain temps pour que la fleur... En termes économiques... Et à un certain moment, les oignons étaient vendus avant même de naître. Donc, ce qui fait qu'il y avait une concurrence entre les marchands et tout, et il y a eu des faillites, vous le savez, et des gens qui ont été jusqu'en prison et même très loin. Donc Et c'est l'histoire, on l'a peut-être pas dit, d'une famille, la famille Van der Wijk, qui est réfugiée en Hollande, victime des persécutions des Huguenots, et qui va vivre aux Pays-Bas, et puis en même temps dans différents pays du monde. Dans l'un, il ira même dans un coin du Brésil où il cultivera cet oignon. Tout à fait. Il y a deux thématiques principales. La première, c'est celle de la tulipe et notamment son aspect de beauté périssable, parce que tout au long des siècles, on a surtout misé, thésaurisé de l'or, enfin des valeurs minérales, des diamants, des choses qui pouvaient se conserver. Et là, on a misé des fortunes sur quelque chose qui dépérissait. Donc je trouvais l'idée intéressante. Et la deuxième, c'est effectivement cette espèce d'appel d'air qu'a créé à cette époque l'ouverture des terres américaines pour les Hollandais. Jusqu'à présent, c'était les Portugais et les Espagnols, mais dans cette région-là, au Brésil,
Brésil les Portugais qui avaient la main mise sur toutes les colonies. Les Hollandais leur ont mené la guerre et ont réussi à libérer quelques régions, notamment le Pernambouc, le Récif actuel. Donc le père de cette famille-là va tenter sa chance, franchir l'océan et tenter sa chance au Pernambouc, au Brésil. Et au début du livre, du roman, il y a la lettre du personnage, et je pense qu'il s'est trompé. Il dit, dès la première ligne, « J'ai peu d'espoir que ces lettres se conservent après moi ». Vous vous rendez compte, il ne savait pas qu'il allait avoir un Olivier Blaise qui allait s'intéresser à l'histoire de sa famille et puis à l'histoire de la tulipe. C'est un livre sur l'ordre social aussi, oui. Car évidemment, à la faveur de cet engouement financier extraordinaire, plusieurs ont eu l'espoir de modifier définitivement leurs conditions sociales. Et le protecteur de la famille fait en sorte que ça ne puisse pas arriver. Et il dit au jeune héros, n'entreprends jamais rien qui changerait ton état. Vous avez en tout cas apparaît chez ce personnage une conception assez fixiste des conditions sociales. Oui, mais enfin c'est une conception qui part d'un constat. Là, j'évoque un peu mon histoire personnelle, mais celle qui se reflète dans le livre. Je suis issu d'un milieu très modeste et j'ai eu toute mon enfance puis toute mon adolescence. Heureusement, ça a changé à l'âge adulte parce que j'ai pu m'extraire un petit peu, ne pas suivre la même tangente dessinée par mes aïeux. Mais j'ai eu des spectacles de cette injustice sociale et des fractures qui demeurent dans notre société. Par exemple, mes parents qui n'avaient pas fait des études considérables et qui ont connu des brimades. Mais je vais vous donner un exemple plus précis. J'ai vu un jour un reportage à la télévision qui m'a choqué. C'est celui d'un oral permettant l'entrée à Sciences Po. Et Sciences Po Paris. Et lors de cet oral, l'une des questions qui était posée sur la culture générale, c'était « Citez-moi 10 crus de Bordeaux ». Bon, question qui peut paraître élémentaire pour quelqu'un qui a une culture générale solide, mais néanmoins, elle va avantager celui qui, toute son enfance, aura eu des crus de Bordeaux plutôt que des vins plus ordinaires sur sa table. Donc c'est une sélection fine que je qualifierais de sournoise, mais qui existe. Et effectivement, ça constitue l'un des thèmes de mon livre. J'ai transposé à une époque où elle était peut-être plus manifeste. Et donc écrire, c'est une manière d'essayer d'aller chercher la justice sociale, l'égalité sociale, peut-être se venger un peu aussi. Ça serait prétentieux de le dire, mais c'est une arme comme une autre, effectivement, qu'on peut mobiliser pour ces causes. D'ailleurs, c'est terrible, parce que non seulement les pauvres doivent rester pauvres, mais les riches les abusent, les trompent. Simplement, comme vous dites, parce que rien ne doit empêcher leur rage d'assouvir leur caprice. Et il n'y a pas de caprice plus délicieux pour un riche que de ruiner davantage un pauvre. On a l'impression d'un jeu effroyable qui est mené entre cette famille qui est très dépendante, en particulier le jeune homme, et cet homme puissant, tout puissant, qui, ayant une dette à leur égard, fait en sorte qu'il soit absolument redevable à son égard à lui. C'est un jeu effroyable. C'est effectivement assez pervers, mais l'une des théories du livre, c'est que toute vie a besoin d'enjeux. Il faut surmonter des choses, il faut conquérir des choses. Et chez les nantis, c'est l'enjeu du caprice. Il faut satisfaire ses désirs, assouvir ses caprices. En revanche, chez les gens qui ont moins de moyens, c'est le besoin qui crée un enjeu. Et moi, c'est ce que vraiment j'ai observé toute ma vie, c'est que personne n'est intéressé par l'ataraxie, par l'apaisement des passions. Au contraire, on cherche toujours à se fixer des objectifs, seulement ils sont différents selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Et à partir de votre exemple, vous pensez qu'aujourd'hui, plus qu'à tel ou tel moment, on peut sortir de son milieu, on peut conquérir des places différentes dans des milieux différents sans oublier d'où l'on vient? Il y a des chances nouvelles qui sont données, effectivement. On trouve des auteurs issus de milieux très modestes qui conquièrent la fortune et la renommée. On trouve des industriels qui, par une idée géniale, vont arriver. Mais malgré tout, ils sont illustratifs et c'est à titre d'exception. Je n'ai pas l'impression que dans la société, il y ait des énergies qui entraînent comme ça l'ensemble d'un corps social pour aller plus haut. Non, j'ai l'impression qu'au contraire, on vit toujours dans ce système rigide. Simplement, les rigidités sont différentes. Elles sont moins statutaires. La naissance, certainement, compte moins. Mais elles sont d'un ordre relationnel, davantage des relations entre les individus, particulièrement en France, où il y a ces rigidités-là. En tout cas, dans le livre, vous avez retrouvé l'atmosphère de la Hollande des années 1635-38, avec le sens des mots, de la nourriture, des vêtements, un goût du détail extraordinaire. Et
Vous aviez déjà écrit, Anne-Marie Moreau me le rappelait, sur la fabrication du pastel au Moyen-Âge dans la région de Toulouse, et puis aussi sur la Tour Eiffel. Alors, et puis je note au passage qu'il y a ici, dans cette émission, une génération d'auteurs de moins de 40 ans. C'est intéressant que vous veniez à l'écriture, peut-être à la littérature, et que vous ayez besoin de transmettre par l'écriture. Mais d'où cela vient-il chez vous? Le besoin de transmettre par l'écriture? Oui, d'écrire, et puis de définir ces thèmes qui sont d'une époque ou d'une autre et qui parlent en même temps, et de vous et d'aujourd'hui. Alors vous évoquez deux choses. Vous évoquez le besoin d'écrire. Moi, il s'est affirmé assez naturellement, comme je pense chez la plupart des auteurs. Ça fait 15 ans que je publie, ça fait 18 ans que j'écris. Et il y a eu une sorte de réponse sociale assez immédiate, suffisante pour que je m'engage, j'en fasse mon métier. Voilà. Vous n'êtes pas historien? Je ne suis absolument pas historien. J'ai fait des études de lettres et Sciences Po, mais je ne suis pas historien. En revanche, quand vous êtes entré à Sciences Po, vous interrogez sur les différents crus de vin ou sur autre chose qui... Non, parce que j'ai fait un 3e cycle en Sciences Po, donc je n'ai pas subi le grand oral socialement sélectif. Mais s'agissant des thématiques, ça va paraître peut-être un peu ésotérique ce que je dis, mais pour moi, ce sont presque des reflets de vie antérieure. J'ai le sentiment de baigner dans ces univers-là, qu'il s'agisse celui du pastel, des tulipes ou de la Tour Eiffel, comme si vraiment j'y avais vécu. À tel point qu'il me serait impossible d'écrire un roman contemporain. C'est uniquement lorsque mes histoires s'inscrivent dans le passé que je les maîtrise. Vous comprenez ça, Madame Schneider? Je crois que chacun fait ce qu'il peut avec ça. Moi, j'ai écrit ce que j'ai écrit chaque fois dans des contextes complètement différents. Et je pense qu'il y a sûrement des époques qui vous correspondent. Oui. C'est une manière de vivre plusieurs vies, ou d'enrichir et d'élargir la palette de sa propre vie. Absolument. Mais... Oui, allez-y, ou Antoine Sédant. Non, moi, effectivement, je crois que ça dépend des périodes de sa vie. Moi, pour mes derniers romans, l'idée, c'était plutôt de partager du sombre. C'était ça, l'idée, en se disant qu'en partageant du sombre, on en laisse un petit peu de côté. Oui, moi, à l'inverse, je serais incapable d'écrire un livre d'histoire, qui ne se passe pas à l'époque contemporaine, tant il me semble que je suis perméable à tout ce qui se passe autour de moi. C'est quoi, un problème de perspective, de culture, de formation? Peut-être, mais c'est simplement que mon imagination, elle arrive à être active uniquement dans le contemporain. Voilà. Et moi, l'élément déclencheur pour en venir à écrire, ça a été un professeur de français en classe de seconde, quand j'avais 15 ans, qui avait organisé un concours de nouvelles. Donc chaque élève devait écrire une petite histoire. Ensuite, on se les faisait passer et on votait pour savoir quelle était la meilleure nouvelle de la classe. Et j'avais gagné le concours. Et le fait de voir que une de mes histoires pouvait évoquer des choses à d'autres personnes que moi, surtout à un âge d'adolescence où on est persuadé qu'on vit complètement dans son monde, que nos préoccupations sont uniquement personnelles, alors que ça pouvait trouver comme ça un écho, ça m'a incité à poursuivre. Et si vous écrivez beaucoup des histoires qui sont dans le passé, que vous trouvez des thèmes qui vous parlent, Olivier Blès, vous vous intéressez beaucoup aussi aux nouvelles technologies, d'après ce que je dis. Oui, c'est assez curieux, c'est que les années où je n'écris pas de romans, donc il faut que je gagne ma vie autrement, j'écris des dialogues pour les jeux vidéo. Donc je suis baigné dans un univers qui est plus qu'antagoniste, enfin dont la culture, le langage, puisque nous en parlions, sont tout à fait opposés. Ma foi, voilà, c'est une vertu de caméléon. C'est une forme de goût, de jeu et en même temps d'art. Et j'ai vu que vous avez créé un blog littéraire, Jardinier hédoniste, il porte le nom d'une fleur. Oui, Volubilis, effectivement, oui. Mais tout en écrivant des romans historiques, je ne suis pas pour autant fermé à l'actualité ni au monde contemporain. Simplement, on va dire que j'ai un rapport un petit peu détourné à ce monde-là, qui emprunte le biais de la fiction et de l'inscription de mes histoires dans des époques antérieures. Mais ce n'est pas une manière de dénoncer ou d'ironiser sur un univers qui peut s'enflammer pour un bulbe, un oignon, une fleur ou une bulle d'Internet. Est-ce que c'est aussi un jugement sur... Oui, c'est un jugement. Il y a un message que vous avez très bien souligné. C'est vrai que sur ces enjeux sociaux sont pour moi primordiaux et le roman, quelque part, dénonce cet état qui se perpétue. C'est une certitude. Mais je pourrais... Le blog le fait de façon plus directe. Monsieur Guermich,
On a vu tout à l'heure que la langue française était enrichie de mots arabes, de beaucoup de mots arabes, et vous dites apparemment non sans fierté qu'il y a 2 fois plus de mots français d'origine arabe que de mots français d'origine gauloise. Vous faites bien de souligner non sans fierté, mais en fait c'était pour un peu causer un petit choc aux lecteurs qui voient ça, et c'est étonnant d'ailleurs. On peut même dire faire du chauvinisme linguistique. Peut-être contre un racisme linguistique. C'est une provocation peut-être, je sais pas, pour susciter peut-être un intérêt, je ne sais pas. Mais si vous voulez, comme ce n'est pas par rapport à ce qui vient d'être dit à propos de l'écriture, moi j'ai voulu combler une lacune en faisant ce travail, et ce que j'ai découvert par la suite, c'est que la question s'est posée pour moi, c'est comment autant de mots la langue française est capable d'absorber, d'intégrer. Pourquoi le problème de l'intégration ne se pose pas en linguistique, mais se pose par rapport à des hommes? C'est la question que je me suis posée pendant tout ce travail, et je me suis demandé, est-ce que parce que les mots n'ont pas d'âme, ou d'état d'âme plutôt, hein, et vous rappelez le fameux mot de cri de Lamartine, objets inanimés, et effectivement, la force d'aimer, peut-être qu'il la faut pour l'immigré qui vit en France, prouver cette force d'aimer la France. Il a fallu des siècles pour que ces mots entrent dans la langue et deviennent des mots français. Alors, peut-être que vous pouvez miser sur le temps, mais parce qu'en plus des mots d'origine... Vous immigrés d'attendre des siècles. Non, mais quand on a affaire à des phénomènes aussi forts, peut-être qu'il est difficile de tout régler en quelques années, mais parce qu'en plus des mots d'origine arabe, nous avons en français beaucoup de mots arabes en tant que tels, comme... bédouins, vous citez bédouins, sirocco, qui sont des mots arabes, qui sont venus tels quels, sans transformation. Que des mots, parce que la langue française, comme toute langue qui a un génie, toute langue a son génie, c'est de prendre un mot et de le rendre méconnaissable. Parce qu'il y a des lois phonétiques dans chaque langue. Donc il faut... Henriette Walter, la célèbre linguiste, cite le mot de choucroute. Quand vous voyez le mot choucroute en français, vous êtes persuadé, je l'étais, c'est composé de chou et de croûte. Mais non, pas du tout. Je ne sais pas comment on prononce en allemand, mais c'est sauerkraut. Sauerkraut, oui. Et sauer n'a rien à voir avec chou. Oui. Et voilà comment une langue prend, et elle a raison, cette langue, de prendre ça comme ça, comme on prend. On a fait un test avec une collaboratrice, Marie-Madeleine Rigopoulos, qui ne manque pas de qualité. En 4 phrases, elle a introduit 17 mots d'origine arabe. Je vais dire ces 4 phrases. Dans la pénombre de l'alcôve, elle alluma une bougie qui embauma la pièce d'une odeur de jasmin. Puis elle déposa une tasse de café avec 2 sucres sur la table. Elle s'installa confortablement dans un sofa pour manger des abricots. Elle était belle, vêtue d'une chemise de satin, les cheveux relevés en chignon dévoilant sa nuque, et on le retrouve dans le livre Le mot nuque de Antoine Sénanque. Malgré son chagrin, elle décida que la vie n'était pas un fardeau, ni le fait du hasard, et méritait qu'on prenne des risques. À travers les persiennes de cette geôle rassurante, elle distingua un rayon de lumière porteur d'espoir. Voilà, en 4 phrases. Bravo. Bravo, on va lui dire bravo. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi la phrase. Oui, parce que j'ai fait le même exercice dans une école de commerce à Troyes, et j'ai eu la surprise qu'une élève qui n'avait aucune origine maghrébine ou arabe avait trouvé le plus grand nombre de mots par rapport à d'autres, effectivement. Ouais. Et elle les avait fait siens, ces mots. Et dans sa préface, pour aller dans le sens que vous disiez, Assia Djibar, qui maintenant à l'Académie française souligne l'apport précieux de votre livre pour le débat sur l'intégration des enfants de l'immigration, et elle dit « Fils ou fille d'immigrés, au quotidien, le français de l'école lui deviendra peu à peu terre d'accueil, la langue aussi peut être métissée. » Oui, la diversité et l'alliage ont du bon. Tout à fait. Au point, pour finir vraiment d'un mot, parce que ça me revient, ce travail, je me sens aujourd'hui réconcilié avec mon histoire, avec notre histoire, France-Algérie. Je me sens réconcilié avec la francophonie qui me posait problème avant. Je l'avoue. Voilà. Donc. C'est très bien que vous soyez réconciliés, qu'on l'ait senti, qu'on vous ait fait venir et que vous soyez très très bien intégrés aussi à ce débat de Bibliothèque Médicis. Nous avons eu du plaisir à vous accueillir.
dans cette émission qui est réalisée par Philippe Lallemand, préparée par Anne-Marie Moreau, Marie-Madeleine Rigopoulos et Françoise Malenti. Les livres, beaucoup de livres pour inspirer et accompagner. Mais comme le dit Musso en citant en exergue d'un chapitre le Talmud, vivez bien. Vivez bien, c'est la meilleure des vengeances. Merci à vous tous. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un Monde de Bulles, la seule émission intergalactique, intercosmique, interaquanautique, interpolar ésotérique sur le toit des éditions Le Lombard. Vous le savez, dans Un Monde de Bulles, on passe du tout au tout, donc vous allez vous marier, c'est ça? Oui, voilà. Bon, je le dis à la régie, c'est pas la peine, hein, on va se marier. On reçoit Enki Bilal, Mo et Pius, bienvenue chez nous. Je suis très honoré. Après 3 ou 4 whisky, on n'est plus intimidé du tout. Hein. Ils ont même fait des intégrales d'albums où il y en avait qu'un. Oui, parce qu'il te fait boire en plus, ce mec. On va découvrir un auteur espagnol. Serait mucho más evidente. J'ai honte de mon bureau, j'ai honte qu'il me... Alors, on voit que vous bossez au moins. Voyage beaucoup, puisqu'on passe d'un auteur espagnol à un auteur suisse. Non, c'est un bon personnage. En fait, une bande dessinée, à mes yeux, c'est un storyboard de film. Dans ton atelier, donc c'est vraiment ici que tu bosses au quotidien. Ouais. S'attaquer à Bernadette Chirac. Que fait un avocat sur mon plateau? On se demande bien. C'est ici le magicien? Attends, Nick. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a de l'action, de la boue, il y a tout. Vous ne voyez pas, mais je suis en maillot de bain. Eh oui, c'est ça, la télévision, on vous cache tout. Oui, il va falloir que je conclue cette émission, évidemment. Alors, Grand Schtroumpf, c'est fini.